À travers chaque histoire, chaque expérience de vie, il y a une leçon à apprendre. Dans cette optique, l'émission À travers vous offre la possibilité de lier connaissances avec différentes personnalités venant d'horizons divers qui décident de partager avec nous leur parcours. On vous dit déjà bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission À travers. Nous recevons cet après-midi Mohamed Blanc virtuellement depuis la France. Monsieur Blanc est doctorant en sciences du climat, de l'atmosphère et de l'océan avec une spécialité en océanographie physique. Il fait son doctorat en co-tutelle internationale à Sorbonne Université en France et l'université Quisqueya. Bonsoir Monsieur Blanc et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bonsoir, Madame Michel. C'est pour moi un plaisir d'être sur le plateau avec vous. Il y a des gens qui entendent Mohamed Blanc, c'est comme si non, ça pas haïtien. Oui, effectivement, c'est même en Haïti et partout ailleurs, donc il y a toujours associé à un nom arabe. Effectivement, son nom arabe lié, Justement. mais c'est un nom arabe et il y a plein de monde qui comprennent qu'il y a des racines arabes ou bien il y a des rapports avec la race arabe, si vous voulez. Mais plus penser que, par exemple, dans l'époque où nous avons fait là, il y a un boxeur qui est très fameux, c'est Muhammad Ali, et qui était un fureur dans le moment, et tout le monde a apprécié, en fait, tout le monde a apprécié jusqu'à présent. Je pense que ça sorti là parce que sûrement papa dans le journal, dans des bagages, il y a plein de noms Muhammad là qui étaient, ouais, sont monde qui sont, c'est une légende à l'époque. Je pense que non, prend naissance là, mais je n'ai pas de racine arabe, je n'ai pas un arabe, je n'ai pas peut-être dans l'arbre généalogique, je ne sais pas si je suis racine arabe, pardon, mais je ne suis pas un arabe, je n'ai pas rien qui lié avec un arabe, du tout, du tout, du tout. Du tout, Donc c'est ouais. noté, vous êtes haïtien de sang, etc. Ouais, et de l'âme haïtienne, ouais. Dans cette émission, on voyage souvent dans le temps. On va plus précisément voyager dans le temps de votre enfance, de votre adolescence. Comment fait l'ambiance familiale? Bon, alors, comme tout petit enfant, comme tout petit gamin, j'ai grandi dans une famille assez nombreuse de 8, avec les parents et 6 enfants. Alors, j'étais en quatrième position, mais j'ai été un peu beaucoup plus petit. Donc, du coup, il y avait une certaine petite attention et particulière à l'égard de moi. Et j'ai grandi dans la paysannerie de Coumone, à Lacule. Et comme tout petit gamin, tout petit adolescent, j'avais joui de mon enfance à travers la nature, dans les rivières et aller sur les montagnes et un peu partout dans les bois. Donc, j'ai joui mon enfance dans une ambiance familiale et je dirais conviviale et respectueuse. Donc, comme j'avais dit tantôt, c'est que parmi tous mes frères et sœurs, et bien que je suis en quatrième position, mais j'étais sur le plan physiologique, j'ai été beaucoup plus petit. Donc, et jusqu'à mon adulte, donc il y a encore une certaine appréciation particulière pour moi, et ça a commencé depuis mon enfance parce que j'étais le plus petit de mes frères et sœurs. Et est-ce que je dis capable de dire non capable de dire qui bagage familial ou porter la caillou qui fait ou produit mon ouïe aujourd'hui. Capable de dire toute éducation recevoir tout ça. Voilà. Eh bien, et moi élevé dans une condition qui pas différent, mais capable de dire, je suis élevé dans une famille côté que tu papa qui était le chef, vraiment chef foyer. Il était très, très dur avec nous quand il s'agit de principes et quand il s'agit de valeurs morales. Donc, c'est ça qui guide jusqu'à présent et ça a rentré dans le comportement, dans le tempérament et qui façonnait, sur le plan personnel, monde que moi. C'est des valeurs qui se portent plutôt à la crainte de ne pas faire beaucoup trop de bêtises et pour respecter le monde, pour respecter la société, pour ne pas faire famille moins honte
et puis pour pas faire société avant tout. Donc, c'est toute valeur ça yo que me cultivé depuis enfance moi et qui grandit avec moi tout, qui produit sur le plan humain et m'ta dit monde qui est aujourd'hui. Mhm, mhm. Et dis-nous, comment c'est expliqué-nous, comment ça a été votre parcours académique, discipline que ou même ou y est jeudi, et comment choix ça arrivé fait, comment ça a été? Bon, si m'ta dit sur le plan académique, moi alors nous former nous éduquer dans une famille qui catholique. Donc, moi passé toute adolescence moi dans l'école et congréganiste. Et puis, là, moi, dans la classe Reto. Alors, pas de gagner philo à l'époque, vers les années 2000, 2001, comme ça. Tu as un transfert qui était fait pour moi et pour moi aller dans le collège Immaculée Conception des Gonaïves, qui c'est l'école congréganiste. C'est là que j'ai fait philo moi. Donc, du coup, moi, t'as dit, moi, j'ai un parcours qui typiquement et qui est lié avec question l'école congréganiste parce que nous vivons dans une famille qui est catholique et ça a fait que tout académique, moi, c'est en fait sur le plan dit classique, je passé dans l'école académique. Après ça, moi, je suis tombé subitement dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. C'est là que je suis apprendre les sciences agronomiques avec une spécialité pour ressources naturelles et environnement. Mais après, comment choix ça fait? Parce qu'on dit subitement, est-ce que c'est juste ou dit ou aller essayer, ou bien est-ce que quelqu'un qui te conseille ou qui dit par rapport à la capacité, etc., il faut avancer vers ce but? Voilà. Ça que fait me dire c'est subitement parce que avant, j'aime te dire dans le commencement, c'est que moi, j'ai un tempérament qui est un peu réservé, un tempérament fermé. Alors, je ne sais pas si c'est partout, mais dans la paysannerie, et Timoun, yo choisi profession pour Timoun yo suivant tempérament yo, suivant comportement yo. Mais même et tout dans niveau classique, tout le monde qui proche moi dans niveau famille, dans le monde qui proche dans l'église, yo te pensé me t'apral venir prêtre parce que me un tempérament qui doux, c'est yo te ouais c'est un petit paix, un paix. Donc et ça fait me dit c'est de manière atypique, c'est parce que l'aime fin fait philo. Donc, m'attends que pour m'entrer dans la congrégation, dans le séminaire, pour me devenir prêtre. Mais pas qu'il y ait rien vraiment de manière, et dit pratique qui était faite, sinon que transfert de l'école collège Jean-23 de Gaumont à collège Immaculée Conception des Gonaïves, pour que m'taka entrer dans le cheminement, dans la même question pour me devenir prêtre après. Mais de manière subitement, j'ai un grand frère qui, c'est un mec qui a un peu de respect pour lui tout, parce qu'il était joué un rôle deuxième papa en termes d'orientation, de conseils pour nous. Et il t'a dit, alors on connaît l'offre, on fait philo, pour avoir tendance à faire un petit temps de vacances pour reposer un peu. Après, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et puis il était conseillé pour me rentrer Port-au-Prince, pour m'inscrire dans la faculté. Et puis il me songeait, il était imposé que je quitte Gaumont rapidement pour m'entrer. Et ça, c'est peut-être, m'a parlé de juillet-août 2002. Et puis, la force des choses fait que composé seulement dans la faculté d'agronomie. À l'époque, il faut que tu ailles dans la préfac pour préparer la faculté. Vraiment, c'était terrible. Même pas de chance d'aller dans la préfac. Donc, dit la force des choses fait que j'étais bon dans le concours d'Amiens, dans le concours de faculté d'agronomie, qui était très, très dur. C'était vraiment, il y avait beaucoup de postulants. Mais la force des choses fait que j'étais arrivé admis. Eh bien, depuis ça, je suis entré dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Mais c'était une surprise pour un peu le monde, parce que ni le monde qui est dans l'entourage, ni un peu dans la famille, et on pensé que c'est un monde qui a vu une paix dans l'église. Mais subitement, voilà. Et là, moi, dans l'année 2002-2003, et puis après, moi, fini d'Amiens, on a dit, je travaille. Après ça, je travaille pendant 3 ans. Après ça, je fait un master en République de Chine, qui est Taïwan. Et je dit, depuis la faculté d'agronomie, j'ai une certaine attractivité pour les sciences aquatiques, pour l'eau, pour les océans, tout ça. Et je suis faire un master dans production, dans sciences aquatiques, qui c'est aquaculture et pêche.
Et puis j'ai travaillé après mon retour. Et j'ai beaucoup travaillé après mon retour de master en 2013. Et puis, subitement, et il y a d'autres passions qui viennent. Mais voilà, j'ai décidé de faire un doctorat pour me pousser dans l'étude. Et voilà, maintenant, je fais un doctorat dans la question des sciences de l'environnement avec une spécialité en océanographie physique. Voilà. Donc, et Noé et cheminement, j'en dis, c'était pas facile, mais quand même, j'en dis, par peut-être la force des choses et capacité de gagner, ou arriver à entrer dans le domaine ça et percer, je dis, ou dans le doctorat. Donc, je pense et famille peut-être, bon, pas peut-être, il y a regardé parcours et certainement gagner des éléments, des bagages ou inspirés. Qui ça vous dit? Voilà, et c'est que je me dis, depuis le petit, je fais attention, parce que dans la famille, il y a des gens qui petit, c'est lui qui veut plus protection, les gens ont une affection particulière. Et ça fait que jusqu'à présent, et alors, je me dis, c'est un parcours qui était typique, il y a des cassures quand même, et jusqu'à présent, toute ma famille est très fière de moi, donc ils sont contents que m'a poussé, m'a allé dans l'étude, donc ça sont fierté pour eux ouais, moi-même qui avancé dans le niveau ça. C'est ça. Et nous allons laisser aborder des questions un petit peu techniques pour nous parler de océanographie physique, importance, discipline ça. Avant tout, est-ce que y a d'autres monde qui a une spécialité ça en Haïti? Est-ce que vous rencontrez peut-être avec d'autres étudiants haïtiens qui sont intéressés tout à domaine ça? Bon, alors, tu as dit, océanographie, c'est une discipline qui commence à susciter un pile d'intérêt et dans la dernière décennie, ça y est, parce qu'on était plus intéressé à sciences terrestres et pour les écosystèmes continentaux. Mais actuellement, et au niveau mondial, on commence à apporter beaucoup plus d'intérêt pour l'océanographie physique, en fait, pour l'océanographie. En Haïti, moi, je connais quelques monde qui étudient l'océanographie, mais ils ne pas en pile. À ça que je connais, ils pas en pile. Ouais, c'est vraiment quelques rares monde et ça que je connais, je ne suis pas sûr que yo en Haïti, mais je connais quelques, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, vraiment très, très peu de monde qui étudient l'océanographie. Et importance son discipline, en fait, comme océanographie physique, tu as gagné pour le pays noir. Comment on même ça, puisqu'on dit, ou plus connaît qui dans le domaine là, surtout en Haïti. Bon, voilà. Dit, c'est avant de parler de l'océanographie physique, peut-être c'est parler de plutôt, si vous voulez, brièvement, l'importance que l'océan gagne. Après, oui, on parler de ça. Ouais. Alors, l'océan, nous connaissons lui-même qui occupe plus volume dans le globe terrestre là. Donc, il y a une importance et à plusieurs niveaux, parce que sur le plan biologique, en termes de services d'approvisionnement, et nous connaissons que c'est l'océan qui produit plus que 50% d'oxygène que nous avons respiré sur la Terre. Donc, ça, c'est énorme. C'est pas écosystème continental qui produit. C'est l'océan qui produit plus. Oui, justement. Donc, c'est les océans qui oxygène. Plus de 50% de l'oxygène qu'on respire sur Terre se produit par les océans, ça c'est sûr. Et ensuite, ça se fait à travers un mécanisme biologique, qui est monde qui dans le domaine connaît bien, qui est la photosynthèse, et qui est fait par des petits êtres vivants microscopiques. C'est les phytoplanctons. Donc, ils sont microscopiques, mais ce sont eux qui sont beaucoup plus efficaces dans la production photosynthétique, donc dans la production d'oxygène sur la Terre. Donc, ça, c'est sur les plans biologiques, fonctionnels. Même t'as dit, sur le plan physique, océan très important parce que c'est le grand réservoir, c'est lui-même qui, en termes de réservoir, si on prend 3 grands réservoirs, terre et océan, atmosphère, dans ça qui est pour avec l'environnement, océan c'est le qui plus grand, donc il est tranquille,
donc il a la mémoire du temps. Donc, tout événement climatique yo régulé par l'océan. Donc, c'est l'océan qui est un grand réservoir et c'est là où je un cycle. Donc, dit cycle, il y a un élément qui est actif dans la vie monde qui c'est carbone. Donc, ce cycle-là, il fait notamment à travers les océans avec l'atmosphère, mais bien sûr avec une part beaucoup plus importante dans l'océan. Donc, du coup, on dit sur le plan environnemental, l'océan, c'est la mer. Et parce que c'est l'océan qui équilibre le climat mondial, parce qu'il a la capacité pour que toute chaleur qui est dans le système climatique, dans le système Terre là, on dit l'océan il conserve 90% de la chaleur ça. Et c'est lui-même tout qui peut distribuer chaleur ça tout partout dans le monde là, qui peut réguler le climat au niveau mondial. Mais aussi, non seulement les transporter, les distribuer chaleur ça, mais l'océan lui-même tout, les capacité comme, comme radiateur. Donc, c'est radiateur. Quand il fait chaud, c'est lui-même qui régule l'environnement. Et quand il fait froid aussi, c'est lui qui joue le rôle de régulateur. Maintenant, pourquoi l'océanographie physique, c'est très important? Parce que l'océanographie physique, c'est lui-même qui permet ou décrit conditions et fonctionnement des fonds marins. Donc, ça veut dire la vie même dans l'océan, son discipline, son outils scientifiques qui permettent de comprendre comme des vies qui gagnent dans la mer. Donc, et toutes conditions qui décrit comme la vie qui gagne en commençant par la biodiversité, la distribution, tout ça. Donc, c'est l'océan qui permet d'aller en profondeur pour comprendre comment la vie développée dans la mer. C'est l'océanographie physique là, pardon. Donc, on dit plusieurs éléments et peut-être qui est assez nouveau pour moi par rapport avec discipline ça. On montre que régulation, on dit et climat, océan l'IFEL, on parle tout de l'autre élément on dit qui attire attention nous, l'océan a la mémoire du temps. Qui plus d'explications Kabano sur ça? Eh bien, parce que l'océan et les cycles et géophysiques qui se passent dans l'océan, tous cycles éléments fait dans l'océan, à travers l'océanographie physique là, les conserver beaucoup plus longtemps. Ça veut dire que ça. Pour l'atmosphère, comme si je compare l'atmosphère, qui c'est un réservoir fluide, même avec l'océan tout, l'atmosphère, il n'a pas une mémoire de ça qui a passé. Ça veut dire que ça. Là, on l'a pu tomber, il y a un pile soleil, ou bien il y a chaleur, ou bien il y a un pile vent, eh bien, l'atmosphère n'a pas qu'un événement ça prend pile temps, il n'a pas de mémoire de eux. C'est ça que fait là parler de conditions météorologiques. Yo ba yo pour une semaine, maximum 2 ou 3 semaines, parce que ça passe. Donc, l'atmosphère n'a pas de mémoire pour ça. Mais par contre, l'océan, lui, il est le géant, il est tranquille, il a la mémoire du temps. Donc, tout événement climatique et environnemental qui passe dans l'océan, il a une capacité pour enregistrer. Yo. Ça veut dire que ça. Si on prend exemple, il y a une goutte d'eau qui sortit dans l'océan Atlantique et qui traversait dans le Pacifique, qui passait dans l'océan Indien et qui retournait monter dans l'Atlantique. Donc, là, prend 2000 ans pour lui faire cycle complet ça. Ça veut dire, il y a un phénomène qui passait, l'océan, à travers ce qu'on appelle la circulation océanique, les courants marins, il distribue information ça d'un coin à l'autre coin et il prend un pile temps avant de distribuer l'information ça dans tout océan qui gagne. Mais ça qui est important, c'est que si vous avez besoin d'étudier une variation environnementale ou bien climatique, donc c'est l'océan qui est mieux placé pour avoir information ça parce que il est le géant, il a une capacité thermique qui est presque 1000 fois plus par rapport à l'atmosphère là, qui gagne une mémoire de quelques jours, mais l'océan, lui, il a une mémoire de plusieurs milliers d'années. Donc il est tranquille, il conserve tout ce qui se passe
Donc, c'est pourquoi l'océan est vraiment, c'est la base, c'est la machine thermique de la planète, c'est la base des sciences du climat, des sciences de l'environnement. Donc, si vous voulez bien comprendre le système climatique, comment fonctionne l'environnement, il faut s'appuyer vraiment sur l'océanographie physique à travers sa machine thermique, à travers le grand tapis roulant. Le grand tapis roulant, c'est le grand courant océanique qui traverse tout l'océan dans le monde. Et il fait ça sur une échelle de temps qui est très très longue. Donc, il a la mémoire de ce qui se passe dans l'environnement. Donc, c'est pourquoi il est très important sur le plan environnemental. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment passionnant. Mais rapidement, avant nous prendre pause nous dans l'émission, nous avons demandé la différence entre océanologue et océanographe. Un océanologue, c'est un monde qui implique beaucoup plus dans ce qui est pour avec exploitation toutes ressources qui viennent dans la mer. Ressources minières, ressources sol, ressources halieutiques, pour poissons, crustacés. Ouais, c'est un monde qui travaille, par exemple, dans la biologie aquatique. Lui-même, il cherche à regarder qui gens ça a évolué dans tout l'océan, dans la mer. Donc, ouais, il fait des études ponctuelles pour chercher et regarder dans quel état que les ressources pour formuler des plans de gestion et de conservation de la ressource. Par contre, il y a un océanographe, lui-même, allait beaucoup plus en profondeur. Il cherche à comprendre le mécanisme qui fait gagner tel changement au niveau de la mer. Donc, pour ça, il est capable de monter jusqu'à 1000 ans, jusqu'à 2000 ans, pour regarder qui ça t'est passé et qui mécanisme qui t'est fait au t'est passé. Donc, lui, il fait de la recherche en profondeur. Donc, océanologue lui-même, il travaille sur l'état, sur ce qui existe. C'est ça le jeune évalué. Mais océanographe lui-même, il aller plus en profondeur pour comprendre le mécanisme qui fait tel événement, telle situation présentée au niveau des océans. C'est la nuance qui existe en termes de différence. D'accord, merci Monsieur Blanc, mais vraiment le temps de la pause a sonné. On vous revient dans quelques secondes. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. À travers vous offre l'opportunité de partager avec des personnalités venant d'horizons divers leur parcours, expérience dans le grand marathon de la vie. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans la deuxième partie de l'émission À travers et nous avons notre compagnie, M. Mohamed Blanc. Il est doctorant en sciences du climat, de l'atmosphère et de l'océan avec une spécialité en océanographie physique. En fait, M. Blanc, avant même de voir les effets du réchauffement climatique sur le récif corallien, j'ai bien dit? Oui, c'est ça. En fait, nous avons porté un éclaircissement sur deux concepts. Réchauffement climatique et changement climatique. Il y a des gens qui utilisent l'un pour l'autre. Est-ce que c'est des concepts qui sont interchangeables ou bien est-ce qu'il y a une différence entre eux? Bon, voilà. Il y a de petites nuances, mais nous devons prendre un petit éclaircissement surtout sur ce qui est le changement climatique parce que il y a un peu de monde qui comprend les gens gros la pluie qui tombe, les gens inondation, les gens pile chaleur, les gens sécheresse ou bien un gros cyclone, ils associé ça à changement climatique. Non, ça c'est pas changement climatique. Ça c'est pas changement climatique parce que changement climatique là, c'est pour bagage qui perceptible directement, c'est pour bagage qui dit ah non, ça c'est changement climatique. Donc sur le plan de la recherche, sur le plan scientifique, changement climatique là sont notions statistiques. Ça veut dire c'est évolution et paramètres atmosphériques pour température, pluviométrie, direction vent, humidité et pression, tout ça. Mais on fait ça sur une échelle temporelle. Ça veut dire, et l'échelle temporelle, on choisit scientifiquement pour déclarer un événement, c'est changement climatique, c'est 30 ans.
Donc, si vous regardez entre fréquence et intensité sur une échelle temporelle, et puis où est les tendances à la hausse, là, on peut dire c'est changement climatique. Bien que dans la même tendance, dans la même série, ça il y a des montées, des descentes, des fluctuations, capables de hausse ou basse. Mais si la tendance générale c'est à la hausse, là, on parle de changement climatique. Mais maintenant, si pour 30 ans, on n'a pas une tendance stable, elle est constante, donc ça, c'est pas changement climatique. Même que tu as un gros cyclone ou inondation, etc., c'est pas changement climatique. Mais maintenant, changement climatique avec réchauffement climatique, il y a des petites nuances. C'est que changement climatique, là, c'est normalement sous 100 ans, sous une série de 30 ans. Mais scientifiques disent c'est réchauffement climatique, c'est là il y a tendance à la hausse sous 100 ans. Quand c'est 100 ans, on parle vraiment de réchauffement climatique. Mais qui c'est un changement climatique, c'est des variantes quand même, mais tout parler de changement climatique, c'est l'échelle de temps qu'il faut considérer. Ouais. Donc, différence vraiment nous capable, c'est dans l'échelle de temps, j'en dis à partir de variations, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Et tendance surtout. Tendance, oui. Parce que j'en dis, pour l'instant, en Haïti, il y a un peu de chaleur. Il y a des gens qui disent, ben, c'est la cause du changement climatique. Donc, mais on même montrer nous à partir de nuances, ça, c'est pas vraiment comme ça ou déterminé, c'est que élément ça. Il est capable de changement climatique, mais on ne peut pas arrêter de dire ça comme ça, non. C'est pas changement climatique. Et peut-être tout, il y a des gens qui le fait plus frais dans une période, le fait plus chaud. Donc, qu'on associe ça tout à changement climatique. Ben oui, mais oui, il y a toujours une tendance à ça, mais c'est que le climat a toujours changé, il a toujours fait frais en pile, il a toujours fait chaud en pile. Mais c'est les méthodes de calcul, c'est la statistique qu'on va appliquer qui va dire si c'est changement climatique ou si c'est pas changement climatique. Donc, on pense que ça assez clair entre deux concepts, changement climatique et réchauffement climatique. Oui, c'est ça. Nous allons regarder vraiment, on a parlé de l'effet réchauffement climatique sur récif corallien. Comment on est capable d'expliquer nous ça? Mais c'est concept récif corallien, tout faut expliquer nous pour nous capables plus ou moins et dans la réalité et pour nous capables de comprendre vraiment qui est fait réchauffement climatique là gagné sur l'élément ça. Voilà. Eh bien, récif corallien lui-même, c'est bien plus le monde qui connaît des non-récifs là. Effectivement, c'est des récifs. Dans la communauté côtière, on connaît les roches en mer. OK, mais c'est pas des roches, c'est pas des roches en mer. C'est en fait récif corallien, c'est un organisme qui est plus complexe et qui est plus fonctionnel qui existait sous la terre. C'est des organismes très très complexes. Pour qui ça? Parce que à la base, c'est un petit bête qui est les polypes et qui mettait tête ensemble par des polypes, c'est l'unité fonctionnelle. C'est petit bête qui gagne un récif corallien et ils groupent peut-être en colonies. Donc ils mettent des milliards, ils forment des colonies et ensemble colonies pour le bail c'est un récif corallien. Donc ce qui est spectaculaire là, c'est que pendant qu'ils mettent des millions de polypes peut-être ensemble pour fonctionner comme une colonie et finalement ils viennent fonctionner tant qu'ils ont bête qui est unique, un animal unique. Là, on forme plusieurs colonies groupées en côté, dans une zone de la mer, donc il y a le récif corallien. Mais ce qui est plus spectaculaire dans la question récif corallien, c'est que les vivent en symbiose avec un autre petit bête qui est microscopique. Alors, pas un petit bête, il y a un petit être vivant qui est un phytoplancton qui est les zooxanthelles. Zooxanthelles là, ils développent une symbiose directe entre récif corallien avec tête li. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire récif ou bien coraux yo pas qu'à vivre sans zooxanthelle là. Et zooxanthelle là tout, il pas qu'à vivre sans récif corallien. Donc une réciprocité directe en termes de fonction vitale. Par contre, ça qui peut le faire toute spécialité, toute spécificité
récifs coralliens, c'est que ils développé dans des conditions environnementales qui très restreintes. Très, très restreint. Donc, ça veut dire, si la température diminue, il y a mourir rapidement. Si la température augmente quelques dixièmes de degrés, il y a mourir. Donc, si l'acidité de la mer a changé, il y a mourir. Si on ne peut pas recevoir assez de lumière sorti dans le soleil là, il y a mourir. Si il y a trop la boue, ça a laissé dimans qui viennent boucher, il y a tout fait. Ça veut dire, c'est des organismes très, très sensibles. Bon, on les appelle les organismes ingénieurs ou bien bioconstructeurs parce que c'est eux-mêmes qui construisent propre tête paille. OK. Mais qu'on y a là, pourvu qu'ils soient sensibles à la variation environnementale, donc du coup, tout changement qui fait, qui vient impacter. L'autre spécificité qui gagne avec le récif corallien, on va dire ça, c'est que pas de pièce côté sur la terre qui plus belle passer un récif corallien. Donc si on a déjà visité un récif corallien, soit par tourisme nature, tout ça, donc dans la vie ou sur la terre, où est côté qui plus belle là déjà, c'est côté qui est très belle parce que il y a plusieurs couleurs, il y a toutes couleurs vert, rouge, suivant qui type de phytoplancton, ça me dit les zooxanthelles là qui occupent parce que les zooxanthelles yo chita sous tête récif yo, c'est eux même qui baillent couleur qui fait ou belle. Et mais du coup, l'autre bagage qui est important dans le récif corallien, c'est que récif corallien yo abrité 25% de toutes bêtes qui vivent dans la mer. 25% c'est énormément. C'est énormément beaucoup d'espèces et en termes de biodiversité qui vivent dans les récifs coralliens. Mais pardon, ils souffrent de menaces environnementaux. Ils souffrent vraiment de changements environnementaux parce que nous avons un contexte d'environnement qui a changé. Donc, ça fait que les récifs sont menacés. Il y a des menaces qui peut-être menaces globales, des menaces qui locales. Par exemple, pollution. J'aime te dire, si niveau environnement de l'eau qui dans récif commence à dégrader, tout ça, il n'y a pas le mourir. Eh bien, si il y a la boue qui vient, il n'y a pas le mourir très rapidement. Il est très sensible. Mais pour ce qui nous concerne, en termes de changement climatique, ça crée le blanchiment. Ça veut dire, changement climatique, là, va le fait que le récif blanchit. Blanchit veut dire, son terme technique qui veut dire qu'on va mourir. Et pour qui ça va mourir? Parce que changement climatique là, pour le fait que la température de l'eau a augmenté, et ils n'ont pas supporté ça, à quelques dixièmes de degrés, ils n'ont pas supporté ça, il a mouru très rapidement. Et bien, pour qui ça a mouru? Parce qu'il n'y a pas une capacité pour résister à changement de température là. Eh bien, le mécanisme c'est que zooxanthelles là, si les conditions ont changé, ils vont chercher tout fait corail là, parce qu'ils vivent en symbiose. Donc, pourvu que zooxanthelles là qui sont phytoplancton qui attachés à corail là ou bien récif corallien, pour chercher tout fait récif là, eh bien, premièrement, récif ou bien coraux pour libérer des substances chimiques qui tuent phytoplancton, il a expulsé. Après ça, et c'est dommage, il va le suicider tête. Donc, ça son suicide de fait parce que il n'est pas qu'à vivre en symbiose, en réciprocité avec zooxanthelles là, il va expulser zooxanthelles là, pourvu qu'elle pas qu'à vivre sans lui, il va le tuer tête lui. Et c'est ça où il est le blanchissement des coraux. Donc, du coup, et en termes de changement climatique, ça c'est mal qui plus grave qui est arrivé le récif corallien. L'autre menace qui est plus grave encore, c'est que nous connaissons le changement climatique là pour le faire, nous processus d'acidification, ça veut dire que de l'eau de la mer vient plus acide. Alors, de l'eau de la mer, pourquoi acide? Il est toujours à l'état basique. Mais il y a un processus vers l'acidification qui va le faire que les récifs ça pas qu'à construire tête parce qu'ils utilisent carbonate de calcium pour faire squelette, pour faire récif là. Comme carbonate de calcium, c'est calcaire. Donc, l'homme était acide avec calcaire. Donc, c'est la corrosion. Donc il n'y a pas de capacité pour faire squelette là. Donc, habitat qui est les récifs là pour le détruire. Donc, parmi les espèces qui sont les plus menacées, les écosystèmes les plus menacés, c'est les récifs coralliens. Et on parle d'où? C'est par rapport à toute complexité ça. Ensuite, ajouter à ce que ce sont des organismes sessiles qui sont fixés au sol, ils n'ont pas qu'à déplacer. Donc, si ça change, si ça se dégrade, il y a prêté là pour subir ce qui vient pour eux. Et maintenant, quelles conséquences possibles disparition
récif corallien même yo capoté pour l'humanité. Là, c'est une perte énorme pour l'humanité parce que il y a plus qu'un milliard de monde sur la terre qui vivent directement de récifs. Soit pour y aller prendre poisson, soit pour activité touristique, les touristes viennent parce que les touristes aiment aller dans les récifs parce que c'est très très beau, ils font pile l'argent. Soit pour l'argent, ils n'ont pas qu'à faire un pile l'argent. Et puis, c'est malheureux pour la biodiversité marine. Donc, c'est 30% de la biodiversité marine qui pourra disparaître parce que dans la question de la biodiversité, tout est lié, tout est vivant. Ça veut dire si on est une espèce en danger, il va y avoir ce qu'on appelle l'extermination en cascade. C'est toute l'autre espèce qui pourra venir vulnérable et finalement, au bout de la chaîne, donc tout le monde pourra participer dans toute espèce pour finir par avoir des difficultés pour la survie. Voilà. Mais est-ce que vous pensez nous en phase ça ou bien il y a des avancées qui fait pour capable gagner peut-être une solution qui peut être par rapport surtout avec question effet disons réchauffement climatique là sur le récif corallien? C'est compliqué parce que dans la question du changement climatique, il y a des écosystèmes qui déjà atteignent des points de changement climatique là déjà atteint ça les points de bascule. Ça veut dire des effets irréversibles. Donc, pour récif corallien, pour presque pas de café, parce que il y a 50% qui mourent, 50% des récifs à travers le monde qui sont grillés. Donc, il y a un pays qui a plus de récifs, c'est l'Australie. Donc, chaque année, ils dépensent presque $1 milliard chaque année pour régénérer les récifs, pour essayer de conserver, préserver les récifs. Et chaque année encore, le soleil a grillé. Chaque année, il a grillé plus que 50% qui ont mouru. Donc, si on fait un bagage qu'on y a là en termes d'action, de stratégie pour protéger, c'est bien, mais il faut agir très vite parce que ça va s'empirer quand même. Ça va s'empirer. C'est presque les points de non-retour. Est-ce que ça a un rapport tout avec les activités de l'homme? Oui, donc, bien sûr. Destruction en récif corallien. Oui, c'est sûr. Parce que il y a un bagage que l'homme fait. Mais à quel niveau? Ah bon, on dit, gagner ça qui est les menaces globales, ça veut dire au niveau mondial, tant que le réchauffement climatique, la pollution mondiale. Mais gagner pêcheurs, non seulement ils dépendent des récifs, puis ils vivent dans la question pêcher poisson, tout ça. Mais tout le côté, malheureusement en Haïti, il y a des pêcheurs qui ont déchouqué les récifs, puis ils font l'achat, et puis il y a qui fait l'autre exploitation avec les récifs. Autant dans notre pays qui vraiment gérer les ressources, ils ont fait des récifs artificiels pour protéger la mer, pour protéger les côtes. Mais par contre, les pêcheurs font des dégâts, ils pêchent trop, pour venir créer un déséquilibre. Donc, si on prend ton poisson, des poissons qui sont très importants dans la chaîne, dans le récif, ça fait que ça créer un déséquilibre, ça va venir changer la fonctionnalité récif, ça va le faire que il n'y a pas qu'à bailler service que tu as bailler là. L'autre bagage encore, c'est une activité touristique, qui est une activité anthropique. Eh bien, là où on y allait faire tourisme, ils ont cassé les récifs. Ils ont cassé avec palme, ils ont utilisé pour faire plonger. Il y a une activité de cabotage, on a fait transport maritime, et il y a un pile de dégâts, les ont changé, ils ont fait service dans le bateau, ils ont jeté l'huile, ils ont jeté l'encre, ils ont cassé un pile récif, et les récifs prennent temps pour récupérer. Donc ça fait que l'activité humaine, que ce soit touristique, ou bien prélèvement qui est avec la pêche, ou bien mauvaise pratique, et activité qu'a fait dans l'environnement qui entoure les récifs, les déchets qui viennent, les sédiments qui sont dans le monde, les rivières descendent, les ravines descendent, qui portent un pile la boue, qui prennent tout faire récif. Parce que j'aime dire, ils n'ont pas qu'à résister, ils n'ont pas de capacité de résister. Donc depuis que ça a changé légèrement, ils tout prennent mourir. Donc pour beaucoup, un pourcentage assez important, et l'homme, c'est pour beaucoup dans la destruction des récifs, combiné avec les facteurs naturels qu'il y a avec le changement climatique. Franchement, et M. Blanc, parce que c'est un domaine qui est assez fascinant. Bon, peut-être, mon cap suivre nous, tu as peut-être même avis avec par rapport avec le domaine ça. Et nous espérons qu'il y ait plus de monde en Haïti qui embrasse la discipline ça.
Et non seulement pour Jondi, hein, parce que c'est son domaine qui est assez important, Jondi, où il y a plus de monde qui allait vers lui. Et je pense qu'il y a besoin et plus de monde par ici tout qui étudie, qui embrasse le domaine ça. Tout à fait, parce que nous sommes un pays insulaire, nous sommes îlés, nous entourés avec la mer, et nous bénéficions de l'océan Atlantique dans le nord avec le nord-est, et dans la façade ouest, nous gagnons la mer des Caraïbes, donc nous entourés avec la mer. Donc malheureusement, non seulement pas d'école de pêche en Haïti, pas d'école sur l'océanographie, pas d'école sur l'halieutique en Haïti, donc ça sont manque à gagner. Donc, j'espère vraiment à l'avenir qu'il y ait plus de monde qui développe des intérêts pour les sciences océaniques, l'océanologie et les sciences maritimes. Franchement, c'est un domaine qui a pris le projecteur sous lui actuellement au niveau mondial par rapport à ça que la mer représentait pour l'humanité. Oui, justement. Et nous posons une question ça. Est-ce que vous-même, vous avez porté à port physiquement ou bien à distance? Bon, voilà, il y a ce qu'on appelle l'opportunité et la priorité. Et moi-même, dans le domaine, comme il y a un monde qui est en processus d'accumulation, d'acquisition d'outils académiques et professionnels, il y a un monde qui est dans le processus d'appropriation des domaines. J'espère vraiment que je vais contribution et dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la formation pour promotion biodiversité, promotion climat, promotion environnement marin, notamment pour que plus de monde prenne conscience de l'importance et récif, l'importance de la pêche, l'importance de l'océan pour la vie de chaque jour. Donc, mais il y a aussi l'opportunité, il y a l'opportunité, il y a le contexte, il y a la situation, il y a tout. Donc, c'est ensemble des parquets qui peuvent définir exactement mon futur. Mais ouais, si je peux travailler écoutez, si je peux travailler dans mon pays pour aider à la protection, à comprendre l'environnement haïtien sur le plan océanographique, sur le plan climatique, tout ça, si je peux contribuer dans un niveau que moi, dans sa mieux qu'on y a là, dans la recherche, dans la formation, ouais, c'est ça même, c'est ambition, ça, c'est que vienne aider dans la question formation, en question environnement. C'est ça, mais j'aime tout là, il y a les contextes à analyser quand même, il y a tout. Ouais. On comprend parfaitement et même passer quand même. Et franchement, là, nous voulons faire pays, il y a un peu de monde qui dehors, qui étudie, qui a capacité. Parce qu'on a besoin quand même. Les filles d'Haïti doivent quand même revenir. Et certainement, j'en dis un contexte difficile. Nous pas, comme tu as dit ça, juger un monde qui décide peut-être pour le retirer à l'extérieur. Même parce que là, nous voulons faire pays, on a besoin de tout le monde. Ça. Pour résoudre le problème, c'est recherche pour faire. Dans quel que soit le domaine, pour résoudre un problème, c'est recherche. C'est rôle recherche là, ça c'est pour chercher solution à des problèmes. Donc il y a les problèmes, il y a les chercheurs, donc ils peuvent produire des résultats, des solutions, parce que c'est ces chercheurs qui sont messagers recherche là. Donc c'est chercheurs qui dit mais qui solution pour porter à tel ou tel problème. Donc je pense que c'est ça lui-même évident, c'est évident. Oui, c'est déterminant. Vraiment, c'est le temps de mettre fin à cette émission. Merci encore une fois, M. Blanc, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bon, c'est à moi de vous remercier. Ça fait un plaisir de partager avec vous et sur ces concepts-là. Et c'est des concepts qui concernent tout le monde, et toute l'humanité, tout. Quand il s'agit d'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, c'est un plaisir pour moi. Et merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette émission, de commenter, de partager sur YouTube. Et merci à nos techniciens, notre staff technique, composé de Gracia Magoufi, Stanley Pierre, il y a également Beleski, Jovenel Destiné. Merci à vous, messieurs, d'avoir rendu possible cette émission. Et encore une fois, merci à vous. On vous invite à rester sur la télévision Pacifique pour la suite du programme.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.